Bonjour, j'espère que vous allez bien. À la demande de plusieurs étudiants, je vous ai préparé la présente vidéo dans laquelle je vais partager avec vous la correction de l'examen relatif au module du Management 1 que j'avais assuré aux étudiants des ensembles 6 et 7, première année de la filière sciences économiques et de gestion. Donc, l'examen s'est porté autour de 20 questions à choix unique avec des modalités pour une durée de 45 minutes. Bien entendu, ce que je vous présente est valable pour la version A, mais pour le reste, la version B, C et D, c'est le même contenu. Ce qui change, c'est justement l'ordre des questions et des modalités. Mais globalement, vous avez le même contenu. La première question, donc, que vous voyez avec moi sur l'écran, renvoie sur la problématique de la taille de l'entreprise. Et là, on vous a demandé de répondre à la question suivante. La taille de l'entreprise peut être mesurée par le bénéfice net, l'effectif salarié, le chiffre d'affaires, ou toutes les réponses sont justes. Si vous vous rappelez, dans le deuxième chapitre relatif à la typologie des entreprises, nous avons étudié la problématique de la dimension d'entreprise qui renvoie à la taille. Et à partir de là, on vous a présenté plusieurs indicateurs qui peuvent, bien entendu, mesurer la taille, à savoir le bénéfice net, l'effectif salarié, le chiffre d'affaires, les capitaux propres. Et à partir de là, vous êtes amené à cocher la quatrième modalité selon laquelle toutes les réponses sont justes. Même si on vous a dit au Maroc, l'Agence nationale de la promotion des PME, Maroc PME, a retenu principalement le chiffre d'affaires. Mais la question ici comporte la possibilité à ce que la taille soit mesurée par l'ensemble de ces indicateurs et c'est pour cela que vous devez cocher donc toutes les réponses sont justes. Deuxième question, selon l'approche économique, l'entreprise représente un lieu d'épanouissement ou de frustration. Donc, c'est l'approche humaine, l'approche sociale, une unité sociétale qui contribue à l'intérêt général. Donc là, c'est l'approche sociétale, c'est l'engagement sociétal. Une unité juridique, là, nous sommes dans une dimension purement juridique. Et effectivement, de point de vue économique, l'entreprise est considérée comme un agent qui utilise des facteurs de production de manière à les transformer en biens et services destinés à être vendus sur un marché dans une logique lucrative, notamment en cherchant à créer de la richesse. Et à partir de là, effectivement, l'entreprise est une unité de production et une unité de répartition, parce qu'une fois elle produit les biens et services, elle va répartir la richesse créée entre l'ensemble des parties prenantes à travers le partage de la valeur ajoutée. Et donc, il convient de cocher la troisième proposition. Troisième question, une photographie à un instant donné des postes occupés dans une entreprise et des rapports pouvant exister entre eux représente naturellement un organigramme qu'on avait traité dans le chapitre relatif aux structures organisationnelles. Ce n'est pas un polygramme, ce n'est pas une organisation informelle et ce n'est pas un ordinogramme. Effectivement, l'organigramme est une représentation schématique à un instant donné des postes occupés dans une entreprise et les relations qui existent entre ces postes. La quatrième question renvoie à la protection sociale, notamment le fait de payer des cotisations sociales à la CNSS, de payer l'assurance maladie obligatoire, relève de quel environnement? Ce n'est pas de l'environnement écologique, ce n'est pas de l'environnement technologique, ce n'est pas l'environnement sociologique. Naturellement, c'est un environnement légal parce que là, on renvoie au droit social, au droit de travail, à la protection sociale. Les capitaux propres d'une entreprise mesurent sa position stratégique sur son marché? Non, c'est la part de marché, si vous vous rappelez. La qualité de son portefeuille client? Non plus. La rotation de son capital humain? Non plus. Et effectivement, ce sont les capitaux propres d'une entreprise qui mesurent sa capacité à se développer à travers la notion de l'autonomie financière qu'on avait discutée. C'est le fait de comparer
les capitaux propres avec l'endettement dans le cas de la structure financière. Et plus l'entreprise dispose des capitaux propres, plus il aura la capacité à se développer par ses propres ressources. Et donc là, il faut cocher la quatrième proposition. Selon Ansouf, une décision opérationnelle est du ressort du top management uniquement. C'est faux. Le top management, c'est la direction générale, ce sont les organes de gouvernance. Et quand on parle du top management, c'est le sommet de l'entreprise, de la hiérarchie. Et là, c'est la direction générale. Et par conséquent, elle va décider principalement sur le plan stratégique. Et décidée par des directeurs fonctionnels uniquement, non plus. Et formulée par des cadres supérieurs uniquement, non plus. Donc là, effectivement, une décision opérationnelle peut être prise par des employés en bas de la pyramide hiérarchique. C'est pour cela qu'on parle des décisions opérationnelles parce qu'ils concernent principalement les employés en bas de la pyramide hiérarchique. Pour une grande entreprise, gérer les flux des stocks relève des attributions de la fonction approvisionnement. Ce n'est pas la fonction achat parce qu'il renvoie principalement au choix et sélection des fournisseurs. La fonction production gère les flux de production et la fonction distribution essaie de discuter les canaux qui permettent à l'entreprise de rendre le produit accessible. Et donc, effectivement, la problématique de la gestion des stocks et des flux de stocks relève des attributions de la fonction approvisionnement. L'entreprise est une entité économique car elle crée de la valeur ajoutée. Et quand il va négocier avec les syndicats, là, c'est la dimension sociale. Et donc, à travers la négociation avec les syndicats, on va essayer de répondre aux revendications sociales des salariés. Par son activité, elle peut générer des inégalités sociales. Là encore, c'est la dimension sociale. Elle crée le besoin chez les clients. Et donc là, c'est l'orientation marketing. Et de point de vue économique, l'entreprise est considérée comme une entité économique parce qu'elle crée de la richesse en combinant les facteurs de production. Et c'est ce que vous avez appelé la valeur ajoutée, qu'elle va par la suite partager avec l'ensemble de ses parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs qui contribuent directement, indirectement à la réalisation de ces activités et de ces objectifs. Les cliniques et les hôpitaux font partie du secteur tertiaire parce qu'ils offrent des services liés à la santé. Ce n'est pas le secteur primaire qui renvoie à l'agriculture, à la forêt, à la pêche maritime. Le secteur secondaire, c'est la transformation. Et ce n'est pas un secteur formel puisque les cliniques et les hôpitaux sont déclarés et par conséquent, ils offrent des services liés aux soins, liés aux considérations de santé. Et à partir de là, donc, il s'agit de cocher le secteur tertiaire. La valeur ajoutée en tant qu'indicateur économique renseigne sur la richesse créée par l'entreprise. Ce n'est pas l'importance de l'activité de l'entreprise, donc ça c'est la production généralement, les investissements d'entreprise non plus et les parts de marché non plus. Et donc effectivement, la valeur ajoutée renvoie à la richesse créée par l'entreprise. Rappelez-vous, vous l'avez étudié en macroéconomie, en introduction à l'économie et même en management, on vous a dit c'est la différence entre la production et la consommation intermédiaire. Le statut d'entreprise individuelle implique une responsabilité naturellement illimitée parce que quand on a une entreprise individuelle, donc il y a la confusion entre le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine de l'entrepreneur individuel et par conséquent, c'est l'entrepreneur qui assume la responsabilité d'une manière illimitée et indéfinie aux apports. Les fournisseurs et les concurrents font partie de l'environnement microéconomique. Donc là, c'est le micro-environnement de l'entreprise. Les partenaires financiers de l'entreprise non plus. Le macro-environnement, donc ce sont les composantes macroéconomiques et ce n'est pas l'environnement interne puisque les fournisseurs et les concurrents constituent des acteurs externes à l'entreprise. Et effectivement, au niveau du micro-environnement, on a distingué principalement les fournisseurs, les clients et les concurrents. La structure fonctionnelle a des inconvénients dans la mesure, effectivement, comme vous voyez sur l'écran, la responsabilité est diluée et peut être source de conflit. Parce que dans les structures fonctionnelles, chaque subordonné peut avoir plusieurs
chef spécialiste. Et à partir de là, cela donc contribue à la dilution de la responsabilité et il peut générer une source de conflit parce que parfois, on n'arrive pas à identifier qui fait quoi. Donc, il n'engendre pas des coûts, il ne peut s'appliquer qu'aux grandes entreprises. Ce n'est pas exact. On peut le voir indépendamment de la taille de l'entreprise et les réponses ne sont pas toutes justes. Une filière au sens économique regroupe plusieurs entreprises assurant des opérations qui se complètent par distinction à la branche et au secteur d'activité. La matrice SWOT permet de maîtriser les éléments intervenant à l'extérieur ou à l'intérieur de l'entreprise. C'est ce qu'on a dit, donc, l'analyse interne qui porte sur les forces et les faiblesses propres à l'entreprise. Et donc, ce sont des éléments qui sont à l'intérieur de l'entreprise et l'analyse externe qui tient compte des opportunités et des menaces et qui émanent de son environnement, et notamment les éléments à l'extérieur. Donc, il ne permet pas de connaître exclusivement les menaces et les forces, il ne permet pas d'analyser les sources de développement technologique, il n'est pas non plus une forme développée d'organigramme matriciel. Donc, c'est une analyse de l'environnement et de l'entreprise, à la fois au niveau interne qu'au niveau externe. Donc, il faut cocher la troisième réponse. Les éléments de base d'une structure sont les organes, les relations et l'organigramme. Donc, une structure est un ensemble de règles, d'éléments qu'on va appeler organes, qui entretiennent des relations et qui sont schématisés ou représentés dans le cas d'un organigramme. Et donc, il faut cocher principalement la deuxième, puisque effectivement, parmi les éléments distinctifs d'une structure, c'est les organes, les éléments composant la structure, les relations qui existent entre ces organes et la représentation schématique qui définissent les postes et les relations qui existent entre ces postes en entreprise et qu'on appelle donc l'organigramme. Dans la structure hiérarchico-fonctionnelle, les responsables fonctionnels ont un pouvoir hiérarchique, effectivement. C'est pour cela qu'on parle hiérarchico-fonctionnel. À la fois, il y a des responsables fonctionnels qui sont chargés de la gestion d'un périmètre dans l'entreprise et ils ont aussi le pouvoir hiérarchique vis-à-vis de leurs subordonnés. Les conseillers fonctionnels assurent le conseil et aident à la décision, effectivement, au niveau de chaque structure, au niveau de chaque à l'échelle de chaque responsable fonctionnel, il y a un conseiller et l'état-major est placé au niveau du top management qu'il va conseiller, bien entendu, la direction générale et les autres fonctions. Donc, l'état-major est constitué des conseillers fonctionnels, effectivement. Donc là, il faut cocher toutes les réponses sont justes. Parmi les facteurs influençant la structure, nous avons vu l'âge de l'entreprise, le secteur d'activité, ce n'est pas la forme juridique, ce n'est pas le nombre de concurrents, et ce n'est pas la taille du marché, mais au contraire la taille de l'entreprise. Donc là, on a déjà vu avec les facteurs de la contingence qui expliquent bien entendu l'adoption d'une structure donnée, notamment l'âge de l'entreprise, le secteur d'activité et la taille de l'entreprise. La segmentation en marketing permet de créer plusieurs niches, contacter les clients via la communication média, analyser le positionnement du produit ou bien aucune des réponses précédentes. On vous a déjà expliqué que la segmentation marketing consiste à découper le marché selon des groupes de consommateurs ayant des caractéristiques homogènes. Et chaque segment va constituer effectivement un groupe de consommateurs. Et effectivement, dans le cas de la segmentation marketing, on peut créer plusieurs niches puisque la niche est un groupe de consommateurs sur lequel il y a très peu de concurrence. Le cycle de vie de produit passe par les phases suivantes. Là encore, on l'avait déjà discuté. Le démarrage, le lancement, la croissance, la maturité et le déclin. Donc, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas donc d'innovation. C'est principalement le lancement du produit. Donc, c'est le démarrage quand il s'introduit sur le marché. Puis, au fur et à mesure que le produit se développe, on constate donc la phase de croissance jusqu'à la maturité, jusqu'à donc l'épuisement des capacités du marché. Et à partir de là, donc le déclin, c'est la chute par rapport aux ventes enregistrées concernant le produit. Donc voilà grosso modo quelques éclaircissements
par rapport à la correction de l'examen de la session normale. Pour l'examen de la session de rattrapage, vous aurez la même chose, 45 minutes, un QCU, des questions à choix unique. Vous aurez une vingtaine de questions avec 4 modalités et vous devez cocher une et unique réponse. Naturellement, je reste à votre écoute au cas où vous avez des besoins d'éclaircissement, des questions. N'hésitez pas à interagir avec moi en laissant des commentaires sur la vidéo en question. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la deuxième session et toutes mes félicitations pour les étudiants ayant réussi l'examen de la première session. Donc voilà, à très bientôt, très bonne continuation.